Le journalisme est un métier difficile. Les critiques se sont multipliées ces derniers temps, notamment les faillites évidentes des cercles médiatiques sur les questions de science et de technologie ont été dénoncées dans la tribune No Fake Science. Ces faillites mettent en lumière une difficulté pour les journalistes à ne pas se laisser dominer par leur biais de confirmation, une difficulté qui est exacerbée par la relative homogénéité idéologique qui semble régner dans les rédactions. Comme souvent, la critique est facile et l'art est difficile. Pour en discuter, j'ai invité Hugues Seraf, qui est journaliste, chroniqueur chez Atlantico et écrivain. Bonsoir à tous déjà, donc je reçois aujourd'hui Hugues Seraf. Bienvenue Hugues sur Liberté Académique. De me recevoir. Avec grand plaisir. Alors vous êtes journaliste et écrivain, vous travaillez pour Atlantico en particulier, Slate aussi, enfin je ne sais pas si c'est toujours en cours. Alors c'est plus, non, plus vraiment. En fait, je suis plus vraiment journaliste. Je fais encore des chroniques de temps en temps. En fait, j'ai quitté Paris il y a maintenant un peu plus de 4 ans pour venir à Marseille. Je me suis installé à Marseille pour écrire. Donc j'écris j'écris un certain nombre de choses, j'écris des livres. Donc mon troisième roman est sorti au mois de mars dernier. En mai prochain sort le quatrième. Puis j'écris diverses choses. Voilà, c'est surtout ça que je fais maintenant désormais. D'accord. Et voilà. J'écris encore des chroniques. En fait, j'avais une chronique hebdomadaire sur Atlantico, puis j'ai un petit peu arrêté. Je fais un papier de temps en temps quand j'ai envie. Voilà. Bon, voilà. D'accord. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux livres, enfin vous venez d'en toucher deux mots. En particulier, on peut citer l'Anti-manuel du cycliste urbain, qui avait été publié en 2010. Comment j'ai perdu ma femme à cause du tai chi en 2015. Petit dictionnaire modérément amoureux de Marseille en 2018. Et le plus récent, c'est Deuxième mi-temps, qui a été publié cette année en 2019. Voilà. Et donc, comme je vous disais avant qu'on démarre vraiment l'enregistrement à proprement parler, notre podcast parle surtout de questions qui intéressent les universitaires, de débats intellectuels, d'actualité académique, de ce qui se passe sur les campus, de ce qui se passe dans les labos de recherche, etc. Et nous passons pas mal de temps à parler de ce que j'appelle souvent une certaine monochromie des intuitions morales et politiques chez les intellectuels et en particulier chez les universitaires. Donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être essayer de discuter ensemble pour voir ce qu'il en est chez les journalistes. Ça, c'est vraiment le thème de la conversation. D'accord. Je dirais qu'en fait, ce qui se passe dans la presse, ça ressemble énormément à ce qui se passe dans les facs en ce moment. Euh, pour des raisons un petit peu différentes, hein, les mécanismes sont pas exactement les mêmes. Donc je disais, moi, voilà, j'ai 55 ans, donc je suis journaliste depuis longtemps. Et ma génération, le phénomène des écoles de journalisme, était encore assez marginal. Mhm, Peu d'écoles en fait. Il y avait les deux écoles majeures, c'était le CFJ à Paris, le SJ à Lille. Et puis après des bricoles, il y avait un truc à Strasbourg, Tours. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, il y a énormément d'écoles. Et il y a un phénomène qui ressemble en fait à ce qui s'est passé avec les écoles de commerce, des écoles de journalisme. C'est-à-dire qu'il y a un profil comme ça qui s'est dégagé de gens mhm, qui entreprennent des études de journalisme et avec un profil vraiment très standardisé. Et ensuite un formatage par-dessus ce profil standardisé, un formatage qui se fait dans les écoles et qui n'était pas la norme du tout auparavant, où les gens qui arrivaient dans le métier étaient des gens qui arrivaient généralement par la fac, par un tas de parcours très divers et variés. mhm. Des gens aussi qui arrivent journalistes dans une deuxième partie de carrière parfois. Aujourd'hui, tout ça est transformé. Donc il y a vraiment, voilà, il y a une espèce de profil type Ouais, du journaliste qui est apparu comme ça. Enfin, ça date pas de la semaine dernière, mais disons sur les 20 dernières années, il y a ce profil qui est apparu et qui est vraiment un profil très homogène ouais, euh, et qui peuple à peu près toutes les rédactions. Mais vraiment, là, j'en fausse des portes ouvertes. Hein. C'est pas du ouais, tout ouais, bien sûr. C'est pas un une scoop, ouais. révélation. Voilà. Et donc ces journalistes-là, alors, il y a bien sûr toujours des gens qui sont un peu différents, qui sont un peu hors usinage, mais ben ils sont à peu près dans toutes les rédactions. Euh, ils arrivent aujourd'hui, pour la plupart aussi au poste d'encadrement, donc voilà, chef de service, rédac chef, directeur des rédactions parfois.
Et voilà. Et donc il y a un certain profil, un peu uniforme, un peu formaté, qui fait que voilà, on peut avoir l'impression souvent c'est assez monochrome dans les visions du monde, dans la presse, avec toujours bien entendu des exceptions. Là, c'est vraiment, voilà, je vais pas tomber non plus dans la caricature, Mhm. mais c'est un petit peu ça. Ouais, ouais. Alors, ce que je dis souvent, c'est que, bon, déjà, on sait bien que humainement, on a tous comme ça des intuitions morales, des intuitions anthropologiques, entre guillemets, enfin, sur la manière dont le monde humain bah, existe, évolue, etc. On peut essayer de, voilà, de s'instruire, de diminuer l'impact de nos biais cognitifs en faisant voilà, des efforts de réflexion, de documentation. Mais il y a un problème qui arrive à l'échelle collective, on va dire, dans des cercles intellectuels ou des professions, quand tout le monde partage en gros les mêmes intuitions, c'est que finalement, il y a une propriété d'autocorrection qui est perdue. C'est le cas en science, je pense que c'est aussi le cas dans une certaine mesure en journalisme, c'est-à-dire que si un scientifique fait une étude et il va trouver un résultat qui est plutôt on va dire en cohérence ou en accord avec les intuitions morales de la plupart de ses collègues, mais il n'y a pas grand monde qui va s'atteler on va dire, à vérifier ces résultats de manière resserrée, alors que si quelqu'un trouve des résultats qui sont qui vont plutôt à l'encontre de ce que la plupart de ses collègues croyaient être vrai, là, il va y avoir plein de monde qui va aller vraiment inspecter les choses de très près. Et Enfin, il y a quand même, je pense, il y a une différence assez fondamentale entre la science. Enfin, ouais, si on parle de la science, si on parle de gens qui font des recherches scientifiques en ouais, sciences dures, où généralement, a priori, même s'il y a des biais de confirmation, et voilà, généralement, on peut considérer que s'il y a une méthodologie, des protocoles qui ouais. sont respectés, Mhm. euh, indépendamment des opinions, des préjugés du chercheur, on va tomber sur des résultats sur lesquels tout le monde peut s'accorder plus ou moins. J'aurais dû clarifier que j'avais surtout en tête là les sciences sociales et les humanités, Ah quoi. oui, Ouais, ça, c'est encore autre chose. Mais en ce qui concerne, ben non, parce que les sciences sociales, c'est ce qui ressemblerait le plus à la presse en fait. voilà, ouais, C'est-à-dire que ouais, surtout, on a une presse, et ça, c'est pas un phénomène qui date de l'émergence des écoles. Ça, c'est un phénomène qui est consubstantiel à l'histoire de la presse française. Il suffit de lire, par exemple, moi je dis toujours, il faut lire Belle Amie de Maupassant, mhm, et on a un regard sur la presse qui est en fait, la presse décrite par Maupassant, c'est la même qu'aujourd'hui. C'est pareil. Je veux dire, c'est une presse d'opinion, c'est pas vraiment une presse d'information. L'information, elle est. On a en fait des journaux qui sont souvent des journaux qui sont quelques. J'ai pas envie d'entrer dans les caricatures, mais enfin, je vais dire les choses comme ça quand même un peu, comme un peu des bulletins paroissiaux de chapelle, et qui sont là pour confirmer ce que pense le lecteur ouais, avant voilà, d'ouvrir son. Ils sont ouais, là pour le conforter dans ses choix idéologiques, et ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la presse française. La mhm, presse anglo-saxonne n'est pas parfaite, il y a mhm, plein de choses qui donnent aussi dans la presse anglo-saxonne. Elle a quand même une tradition de la relation du fait et de la séparation du fait et de l'opinion qui est quand même bien plus ancrée, bien plus forte, même si mhm, les grands journaux américains ou les grands journaux britanniques ont aussi des valeurs, des principes, sont généralement affiliés à des courants de pensée. Pas le Guardian qui est un excellent quotidien, bah, c'est un journal plutôt à gauche, parfois même très à gauche, mais qui est quand même un journal avant tout, qui fait de l'information à côté de l'opinion. Le New York Times, c'est pareil. Nous, on n'a pas vraiment ce type de presse. ah ouais, Je dirais le canard qui serait le plus proche de cette idée que le journal il est avant tout pour, enfin, on parle de la presse quotidienne, le journal est là avant tout pour informer le lecteur de ce qui se produit. C'est le Parisien. mhm, Le Parisien, généralement, n'a pas vraiment d'agenda. C'est-à-dire, le Parisien va aborder à peu près tous les sujets d'actualité quand la plupart des journaux, mais ça marche avec la presse de droite, la presse de gauche, vont plutôt adopter une narration ouais, et donc n'aborder que les sujets qui peuvent être insérés dans cette narration, c'est en tout cas ça, qui vont pas la sortir. c'est Donc ça, ça. c'est vraiment quelque chose de très classique, quoi. Ouais, ouais. Mais disons, enfin, ce que vous dites ouais, ça recoupe dans une certaine mesure ce dont je parlais, mais je pense que il y a un problème qui va plus loin dans ce que je disais, c'est-à-dire que même dans la mesure où les gens vraiment sont bien intentionnés, s'efforcent d'être aussi objectifs que possible,
bon, quand il s'agit de, effectivement, comme vous le disiez, de traiter de sciences naturelles, bon, le poids de nos intuitions morales pour le chimiste qui étudie une molécule organique ou le physicien qui, je sais pas, fait des calculs de structure des galaxies, il est essentiellement absent. Mais aussi bien, oui, dans les sciences humaines et sans doute à plus fort titre encore dans le journalisme, même quand on s'efforce d'être objectif, il y a, disons que c'est difficile de l'être complètement, et ce serait bien de pouvoir compter sur les collègues qui auront a priori des biais peut-être un peu différents des nôtres, et donc qui vont pouvoir être plus regardants sur certains résultats que ce qu'on a pu l'être. Mais justement, c'est ça, parce que quand vous êtes dans un milieu qui est complètement homogène, C'est ça, euh, vous ne confrontez pas votre c'est pensée ça. et, à une pensée qui serait un peu différente. Mais Mm, bon, ça, en fait, c'est le cas de plein de gens qui sont ni journalistes, ni bien sûr. sociologues, ni sauf que là, effectivement, la mission du journaliste, c'est théoriquement Mm, de rapporter des informations, d'effectuer des analyses. C'est plus problématique quand effectivement vous baignez dans un milieu. Il y a vraiment des standards. Oui, moi, je connais, voilà, je connais énormément de journalistes et, euh, et oui, il y a des profils types, et il y a des réactions types, et il y a une vision du monde type. Et puis c'est pas souvent challengé. Et c'est ce qui est marrant d'ailleurs parce que y compris dans des canards, à l'exception de canards vraiment très marqués à droite, je sais pas si on prend Valeurs Actuelles ou sans doute les gens qui vont travailler à Valeurs Actuelles. Et encore probablement il y a surtout des gens qui cherchent du boulot parmi les jeunes journalistes quand ils arrivent sur le marché, donc ils vont prendre ce qu'ils vont trouver. mm, Mais je pense oui, les journalistes qui travaillent au Figaro sont pas très différents des journalistes qui travaillent à Libé finalement ou au Monde. C'est des gens qui, voilà, bah, ils sont sortis de l'école, ils ont cherché des stages, puis ils ont décroché un poste, puis ils travaillent où ils peuvent. Mais ensuite, bon, bah, ils vont quand même avoir, bah, ils entrent dans une chapelle, donc ils vont se mettre au goût du jour. Bon, bah, ils vont conserver les opinions qui sont celles d'un milieu homogène. Enfin, il me semble que c'est le cas. En fait. Attention, moi je suis pas non plus, je suis pas quelqu'un. Voilà, ce que je dis là, c'est aussi de l'opinion. Hein. Il faut aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire que moi, j'exprime pas je suis pas en train d'écrire quelque chose de manière scientifique ouais, justement. ouais, J'exprime aussi. Non, j'ai aussi mes ouais. propres biais. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai essayé au moins une fois de manière assez sérieuse, enfin je crois, d'avoir de trouver des données en fait sur ces questions. C'est pas facile de trouver des données sur voilà qu'est-ce que pensent les journalistes, quels sont leurs Il y a eu des oui, enquêtes, surtout dans les périodes électorales, dans voilà les c'est ça, rédactions. ouais, ouais, Voilà, ce genre de choses. ouais. Il y a aussi des sondages dans les écoles de journalisme qui sont faits. Bon, les résultats sont sans doute plus extrêmes que ce qu'on peut trouver dans les rédactions pour plusieurs raisons, mais Oui, parce que les gens prennent un peu de bouteille, c'est-à-dire que dans voilà. les écoles, si on regarde ce qui se passe dans les facs en ce moment, là en ce moment c'est Tolbiac qui est occupé comme d'hab, Tolbiac est toujours occupé. Euh, et bon, là, enfin, c'est fréquemment en tout cas. Donc effectivement, on a tendance à être beaucoup plus radical Ouais. plus on est jeune et plus on est radical. Et si on se trouve dans un milieu où il y a beaucoup de radicalité, on a tendance à adopter aussi ces comportements de radicalité. Mhm. Moi-même, oui, je suis passé par ces étapes-là. Maintenant, ensuite, bah, on finit par mûrir, on finit par apprendre comment fonctionne le monde, et puis ensuite, quand on entre dans une rédaction, ben, on est un salarié avec d'autres enjeux, d'autres priorités que simplement celle d'être uniquement une espèce de radical à tout craint qui bloque des amphis et puis empêche machin de parler, et puis voilà. Donc oui, ça change un peu. Sauf si on est dans une rédaction qui encourage ça. Ouais. Donc c'est certaines rédactions, je pense des journaux qui se sont vraiment transformés ces dernières années. Je pense les Inrocks, pour moi, par exemple, les Inrocks, c'est c'est un peu un cas d'école Mhm. parce que les Inrocks c'était une revue culturelle qui était bon, oui, qui était plutôt le monde culturel était plutôt orienté sur des valeurs de gauche traditionnelles, voilà, c'était ça. Mais aujourd'hui, les Inrocks, c'est plus tant, enfin bon, je me suis plus trop ce canard, mais c'est plus vraiment une revue culturelle, c'est plutôt vraiment une revue d'opinion qui enfonce des clous, qui Ouais, ouais. bon, d'ailleurs c'est pas très efficace d'ailleurs commercialement parce que le magazine est en difficulté. Euh, et puis il s'est éloigné de ses cibles traditionnelles, qui étaient des gens qui voulaient être informés de ce qui se passait dans le monde culturel, dans le monde de la musique. Aujourd'hui, c'est un peu. Mhm. Donc là, en l'occurrence,
le jeune journaliste qui était dans une vision assez radicale des choses, ben si c'est aux Inrocks qui débarque, ben il va pouvoir continuer sur dans sa dimension tolbiakienne. C'est ça, ouais, ouais, bah, il y a S'il est au Figaro, ce sera différent. Il aura adapté un peu ouais, son discours, et même sa manière d'écrire, probablement. c'est peut-être une question naïve, mais je la pose. Est-ce qu'il faudrait pas des rédactions, pardon, plus pluralistes? Est-ce que ce serait pas un avantage? Ben, ça serait formidable, mais je pense que c'est sans doute pas possible, Ouais, enfin plus possible, parce que on est déjà dans une période qui est très complexe pour la presse, parce que la presse aujourd'hui ne se vend pratiquement plus. C'est très difficile de vendre de l'information aujourd'hui. Les journaux sont dans une espèce de période de transition. Il y a des journaux qui s'en tirent plus ou moins bien, qui réussissent à percer sur le web, d'autres pas. Il y a plein de modèles. On n'a pas encore trouvé le moyen de changer, trouver le nouveau point d'équilibre qu'on connaissait auparavant avec les deux modes de financement qui étaient les annonceurs d'un côté, les lecteurs de l'autre, et puis avec la spécificité française des aides publiques aussi, mhm, parce que c'est très particulier aussi, même notre presse comme industrie est aussi quelque chose de très spécifique. Les journaux alors je reprends toujours le cas des journaux anglo-saxons, qui sont eux aussi en difficulté parfois à cause du web et qui doivent aussi chercher de nouveaux modèles, ont tendance à les trouver parce qu'ils se vivent avant tout comme des produits que les gens achètent. Et donc il faut faire de l'audience, il faut avoir des lecteurs, hein, il faut avoir des annonceurs, on est exactement dans la même position qu'un type qui vend des ordinateurs, des voitures, des imprimantes ou des boîtes de conserve. Il faut trouver des clients. Donc on a intérêt justement à dépasser. On prend un journal comme Libération, par exemple. Le journal, quand je dis bulletin de Chapelle, c'est vraiment le cas parce que Libération, c'est un journal dont l'influence est complètement hors de proportion avec ce qu'il représente sur le plan de sa diffusion. mhm, Sa diffusion aujourd'hui. Alors le web, bien sûr, le web arrive aujourd'hui, vient augmenter le nombre de lecteurs de certains de ses articles, mais sa diffusion kiosque aujourd'hui, elle est négligeable. En fait, je veux dire, c'est par rapport à même la plupart des quotidiens en Angleterre, c'est un fanzine quoi, qui doit être probablement autour de 60-70 000 exemplaires. Je suis pas au courant des derniers chiffres, mais pas plus que ça. ouais, Dont l'essentiel se vendent à ouais, Paris, ouais, de Paris. Donc c'est un journal qui ne touche pratiquement plus personne. Et après, dont les papiers sont lus lorsqu'ils sont partagés sur Facebook ou sur Twitter, qui sont devenus les points d'entrée des journaux en ligne. mhm, Voilà. C'est pas le cas du Guardian. Le Guardian, en fait, a énormément profité du web. Le Guardian, aujourd'hui, c'était un canal. C'est marrant d'ailleurs, parce que le Guardian, c'était un journal de province. C'était le journal de Manchester. ah ouais, Et ce journal de Manchester est devenu un journal national. Et avec le web, il est devenu un journal international. Aujourd'hui, le Guardian est lu aux États-Unis, mhm, est lu en Australie, des éditions américaines et des éditions en ligne, bien sûr, mais très complètes, australiennes. Donc, il a pris vraiment une envergure qu'il n'avait pas auparavant, et il se porte plutôt pas mal. mhm, Times a été en difficulté un peu, aujourd'hui se porte très bien. Donc, ils ont su, mais parce qu'ils vont chercher de l'audience et ils ont des choses à vendre. Parce que pour aller vendre de l'information sur Internet, c'est très compliqué parce que l'information, c'est de plus en plus ce qu'on appellerait une commodité. C'est-à-dire si c'est juste de vous dire je sais pas moi, il y a la grève de la SNCF et que les trains ne roulent pas aujourd'hui, cette information, elle est partout. Maintenant, moi, si j'ai besoin davantage d'analyse, ou j'ai besoin d'enquête, ou j'ai besoin de choses qui sont vraiment discriminantes, qui sont pas les choses que je vais trouver partout. 20 minutes ne va pas m'offrir une enquête. Alors là, bon, pour le coup, des gens comme Mediapart, j'aime pas trop Mediapart, mais malgré tout, ils font de l'investigation, ils font vraiment de l'enquête. mhm, Ils mettent des journalistes sur une affaire pendant un certain temps, même si là aussi, à chaque fois, il y a des bémols dans mes bémols, parce que l'investigation à la française, c'est pas exactement l'investigation comme dans d'autres pays. L'investigation à la française, c'est traditionnellement en fait du règlement de compte politique, c'est-à-dire que les journaux qui sont censés sortir des affaires, dans de très nombreux cas, pas dans tous les cas, mais dans de très nombreux cas, en fait reçoivent des documents parce que il y a machin qui veut bien, qui a envie d'utiliser tel canard à un moment dans telle situation, et mhm, donc on fait sortir. Donc, il est normal que les journalistes, si on leur fait passer des documents, ils sortent directement d'un bureau du juge ou je ne sais quoi, vont les utiliser. Mais le plus souvent, c'est pas l'investigation, c'est pas la décision du journaliste d'aller enquêter dans telle direction et de chercher le faisceau d'éléments qui permet d'établir que. C'est plutôt l'information qui vient à lui
pour des raisons politiques. Pas toujours, mais souvent. d'accord. Voilà. Et ce qui est pas, voilà, ce qui est pas le cas un cas de grandes enquêtes que mènent les journaux anglo-saxons. Mhm. Ok. Donc là, enfin, vous avez parlé, entre autres, hein, de l'adaptation ou des difficultés d'adaptation de la presse à Internet. Pourquoi est-ce que, enfin, c'était ce dont on parlait, et il me semble que c'est ce dont on parlait, et il me semble que vous l'avez affirmé. Pourquoi est-ce que ça rend plus difficile d'avoir des rédactions pluralistes ou plus pluralistes? Est-ce que c'est juste parce que tout devient plus difficile, tout simplement, Oui, déjà les rédactions sont vraiment éthiques sans H, hein. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment, elles ont maigri les rédactions. Il y a très peu de journalistes, on n'a pas, les rédactions sont numériquement très faibles, donc on peut pas s'amuser comme ça, à imaginer qu'on puisse, bon, d'abord mettre des gens à travailler longtemps sur des enquêtes, ça coûte du fric parce que les gens, il faut qu'ils soient productifs, il faut qu'ils fassent de la page, et puis bon, bah, on sait qu'on a un public qui cherche donc la validation de ses points de vue, donc on va plutôt avoir bah, des gens qui sont conformes. En fait, les choses, je dirais que même le web, ça aussi c'est pas, j'enfonce aussi des portes ouvertes, mais on sait que le web, alors qu'on imaginait que ce serait une ouverture vers un tas de machins et tout, en fait, on constate que les gens ont tendance à se replier sur leur cercle via les réseaux hmm, sociaux, où on se parle entre gens qui pensent la même chose, et on voit un peu commencer les fils de commentaires, voilà, les je te bloque et tu me bloques, etc. Avec toi, enfin, c'est un peu ça. Et ben la presse, elle a tendance à s'aligner sur cette mhm, polarisation. Elle a ouais, tendance à vraiment ressembler encore plus à ce type de flux Facebook ou de flux Twitter qui sont complètement, voilà, complètement homogènes dans leur vision des choses. C'est pour ça que par mhm, exemple, reprends l'exemple de Libé, c'est marrant parce que Libé, il y a une rédaction qui est, ou en tout cas un ton général sur un certain nombre de sujets qui est en gros plus proche de la gauche que qu'autre chose. Et puis c'est rigolo parce qu'à la tête de ça, il y a un bonhomme comme Laurent Geoffrin qui lui est plutôt, bah, c'est plutôt un social-démocrate à l'ancienne, quoi. Ce serait un peu une rédaction NPA PI qui serait dirigée par une sorte de François Hollande. Donc c'est assez rigolo. Donc de temps en temps, il mhm, fait un édito dans lequel il est mais complètement à l'opposé de ce qui est publié dans le reste du canard, ce qui crée des problèmes parce que bon, il y a un tas de gens qui n'apprécient pas ça, mais bon, en tout cas, il a la confiance de l'actionnaire, donc ça marche comme ça. Mais c'est assez marrant. Et puis ça permet aussi de dire, bah non, attendez, l'IB c'est pas le brûlot que vous dites, parce que regardez, là le dernier édito de Geoffrin, il est parfaitement raisonnable et pondéré. Bon, voilà, donc. Mais en tout cas, voilà, donc on peut pas imaginer, il faudrait avoir, comme peuvent le faire, encore une fois, le Guardian et le New York Times, des rédactions très importantes avec de nombreux contributeurs extérieurs. Donc, ce qu'on appelle les columnistes, qui sont pas forcément des gens qui sont à la rédaction, ils peuvent être, voilà, ils font des contributions régulières. Souvent, d'ailleurs, on veut lire ces contributions et on va avoir des gens dont les points de vue sont très différents les uns des autres, hein. Ce qui ressemble quand même un peu aux pages débat, rebond, ce genre de trucs, mais avec plus de professionnalisme. Enfin, c'est pas juste les tribunes signées par 40 mecs régulièrement. mhm, Par exemple, la tribune qui vient d'être publiée dans l'IB, oui, euh, où il y a donc ce groupe de gens qui disent que parce que Mohamed Sifawi devait organiser à la Sorbonne une série de sessions de formation sur les questions de radicalisation et de terrorisme, et puis donc il en a été empêché, et puis un tas de profs, d'enseignants qui n'ont évidemment aucune connaissance du sujet, qui s'appellent mhm, vraiment Sifawi parle du terrorisme et de la radicalisation, donc c'est pas bien. Ils mhm. savent exactement pourquoi, comment, mais ils sont contre. Et donc, ils publient cette tribune dans l'idée qui n'a, enfin, à mon avis, là, encore une fois, moi, je fais qu'exprimer des opinions. Je suis comme ce que je dénonce, là, en fait. Sauf que, en tant que média, je fais ça en tant que moi, voilà. Donc, voilà, et c'est le genre de tribune qu'on a publié. C'est pas la même chose que les papiers d'opinion, des columnistes du Guardian, du New York Times. Ça n'a rien à voir. Vous avez mentionné le phénomène de polarisation politique que je pense beaucoup de gens qui passent un certain temps sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, ont pu remarquer, constater. C'est Dans pas le un phénomène même temps, français, hein, c'est un phénomène mondial, ça, hein. bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Mais dans le même temps, il y a déjà eu
je sais pas si ce sont des sociologues, des politologues, enfin des gens qui sont dans ces disciplines-là, qui ont essayé de mesurer en fait ces choses-là. Bon, j'avoue que je me rappelle plus très bien et j'avais pas regardé en détail, mais de mémoire, il disait que c'est pas aussi simple et ça concerne pas tout le monde, ça concerne moins de monde que ce qu'on croit. Il y a peut-être une sorte de les gens qui vont passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux vont effectivement il y a tendance à se cristalliser dans des camps et on peut peut-être être tenté d'extrapoler ça au reste de la société de manière un peu abusive. En fait, Euh, je peux répondre là. En fait, je oui, bien dirais, sûr. c'est vrai. Et en fait, les gens qui s'expriment, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, Mhm. ben, ils ont un peu c'est un peu des mini Libé, des mini Figaro. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir comme ça alors ils vont être les relais des Libé, des vrais, et des Figaro, les vrais, ou des valeurs actuelles, les vrais. Et Mhm. puis ils vont avoir comme ça leur petit lectorat, et mais ils vont être à leur niveau des leaders d'opinion, mais qui font à peu près la même chose, qui sont dans cette scène polarisée. Et, Ouais. et donc, ils vont avoir eux aussi un impact qui va très au-delà de leur diffusion. Ils vont faire Mhm. partie de cette narration. Donc, en gros, il y a une narration, gauchiste, puis il y a une narration, je sais pas, droitarde. Je crois que c'est le mot qu'on utilise maintenant pendant à gauchiste. Il y a une Mhm. vision du monde. Et puis, bon, ben, chaque nouvel événement peut être décrypté en fonction de ces deux narrations comme ça opposées. Et puis, tout ce qui va s'éloigner de ces narrations opposées va généralement être considéré comme mou, centriste, un peu Ouais. ben voilà, ça va être un peu comme ça. Donc il va y avoir ce genre de... Et bien sûr, et moi je m'en rends compte encore plus en étant à Marseille désormais plutôt qu'à Paris, Mhm. c'est que où la présence des enjeux, enfin le discours politique est c'est moins présent dans la vie des gens. En tout cas, je fréquente pas exactement les mêmes gens à Paris et à Marseille. Mhm. Effectivement, pour un tas de gens, tous ces sujets qui agitent tous les jours les réseaux sociaux et éventuellement les journaux, bah, sont Ouais. vraiment complètement anecdotiques. Mais malgré tout, ça crée comment dire, une sorte d'environnement mental malgré tout. Mhm. Même si les gens sont pas aussi assidus à se mettre au courant, à commenter tous je sais pas, prenons la marche organisée par le CCIF le week-end dernier, le week-end d'avant, je sais plus. Voilà, c'est un truc qui va faire énormément parler, énormément réagir parce qu'il y a un tas d'enjeux derrière. Il y a la manière dont la gauche décide ou pas de s'associer à ce mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vont naître des listes communautaristes? Donc tout ça, il y a un tas de gens qui ne se sentent pas spécialement concernés, mais qui entendent, qui baignent un peu et qui simplement par osmose vont adhérer plus ou moins aux narrations qui leur sont servies, mais qui vont être beaucoup moins impliqués effectivement que le petit milieu des journalistes. Essentiellement sur Twitter, il y a énormément de journalistes ou Mhm. des gens qui suivent l'actualité de manière vraiment détaillée, quotidienne. Voilà, c'est sûr pour la plupart des gens en fait, c'est pas si important. Sauf Ouais. sauf quand il s'agit de dossiers majeurs qui impactent la vie des gens, les gilets jaunes, les grèves ferroviaires, la question des retraites, où là effectivement il y a plus de gens qui vont se sentir impliqués et concernés par ces dossiers-là. Mhm. Et est-ce que vous avez l'impression que ces dynamiques polarisatrices sur les réseaux sociaux ont aussi... Est-ce qu'il y a eu aussi une polarisation vraiment dans les journaux eux-mêmes? Pas à l'intérieur des journaux. D'accord, d'accord. Non, non, pas à l'intérieur, non, mais je veux dire les uns par rapport aux autres. Ben oui, là, ben alors là c'est vraiment très microcosmique un peu. Mais là il y a donc un truc qui vient de se passer. Vous avez peut-être vu entre Quotidien, donc Ah, l'émission oui, j'ai Quotidien, vaguement vu passer, et ouais. donc, comment il s'appelle Yann c'est bien Barthès. Yann Barthès et Valeurs Actuelles. Donc Valeurs Actuelles, alors, en tout cas c'est un canard qui est quand même très à droite. Quotidien, c'est un peu, d'ailleurs c'est ce que dénonce dans son dossier sur les bien-pensants Valeurs Actuelles, avec la tête de Yann Barthès comme Mhm. ça, en disant c'est un peu le chef des bien-pensants. Donc il y a eu une espèce de bagarre entre les deux comme ça. Donc oui, il peut y avoir de la polarisation entre les titres, mais c'est souvent assez bidon. Ouais. Alors je sais pas si je peux donner cet exemple parce que peut-être c'est pas bien de dire ça, mais en même temps je vais le dire quand même. Euh, à un moment, à longtemps, j'ai eu une très très courte carrière télé. J'étais dans la matinale de Canal, mais c'était vraiment un truc, voilà, c'était il y a longtemps et ça n'a pas duré longtemps.
Mais du coup, bon, j'étais invité parfois dans des machins, dans des émissions de plateau comme ça, sur ce qui était iTélé à l'époque, donc qui est CNews maintenant. Et donc j'ai découvert un peu ça, j'y allais de temps en temps, et je voyais donc il y avait les piliers, moi j'étais une pièce rapportée, de temps en temps on m'invitait parce qu'il fallait un bonhomme en plus, et je me rendais compte à quel point c'était du théâtre, Mhm. et donc je vais pas citer les gens avec lesquels j'intervenais quand j'intervenais, mais disons il y avait le mec de droite, puis il y avait le mec de gauche, et puis moi voilà, j'avais pas besoin d'avoir un positionnement particulier, on m'imposait rien, je disais un peu ce que je voulais, mais grosso modo on nous communiquait les sujets sur lesquels on allait intervenir, c'était à 11 heures du soir, c'était tard, et on les communiquait en début de soirée, il y avait 5 sujets, puis il fallait avoir une opinion tranchée, et je regardais comment faisaient mes deux compères là, et c'était vraiment du théâtre, c'est-à-dire que Mhm. on a choisi un. Parfois, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas d'opinion, on s'en fout complètement en vérité. Mais bon, là, il faut avoir, et puis donc, il faut avoir une opinion tranchée, et il faut la Ouais. défendre, mais comme un cap, quoi, comme si si notre vie en dépendait. Mais la plupart du temps, on en a absolument rien à branler, surtout parfois, c'est vraiment complètement anecdotique. Parfois, ça peut être un sujet majeur, mais souvent, c'est anecdotique. Donc très souvent, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Voilà, en tout cas, sur les chaînes, et d'ailleurs, ça s'est pas arrangé, c'est même encore plus le cas. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes d'infos, et c'est Mhm. vraiment ça. Tous les soirs, on assiste à du théâtre, donc avec des comédiens qui ont des rôles bien identifiés. C'est du Mhm. théâtre ou même des sitcoms. Parce que le sitcom, l'idée du sitcom, c'est que les personnages, de saison en saison, ils n'évoluent pas. Ça fait partie Mhm. du concept. C'est-à-dire qu'ils restent, ils vont pas être transformés par la vie. Ils vont pas être transformés par les événements, ils vont être affectés par rien. Donc ils sont le même personnage. Donc le mec qui est vachement à droite, il est vachement à droite, il est à droite sur tous les sujets. Même truc, il est complètement attendu. Le mec qui est à gauche, il est à gauche Ouais. sur tout, il défend tout, il pense qu'il faut ouvrir complètement les frontières, qu'il faut faire la GPA, que il faut taxer les riches, et puis l'autre en face, il pense qu'on est complètement envahi, c'est le grand remplacement, et donc voilà, ils vont jouer, mais en réalité, enfin, moi, toujours, à chaque fois, hein, je vais remettre ce truc-là, c'est toujours moi qui parle et pas, je n'annonce pas les Ouais. vérités. Ce que j'avais vu, c'était que c'était souvent complètement bidon, quoi. C'était complètement bidon. Mais c'est amusant. Mhm. C'est amusant. C'est intéressant à observer, en fait. D'accord. Mais même les gens qui étaient peut-être plus, disons, plus fervents dans dans leur orientation politique que vous sentiez ils Ah ouais, surjouaient, ou enfin, disons complètement. qu'ils... Oh, complètement. Ouais, ça c'est intéressant. Ça, c'est pas quelque chose auquel je pensais. On en parle. Enfin, j'en ai jamais trop entendu parler de ça. C'est vrai que ce que vous décrivez, ça, depuis un assez jeune âge, les débats entre hommes politiques me faisaient vraiment cette affaire. C'est-à-dire qu'on savait Je parle déjà pas de à politique, l'avance, de on pouvait journaliste, je parle de prédire. débat. J'ai bien compris, oui, oui, oui. Non, mais là, Chez les politiques, pour ça fait les hommes peut-être. politiques, j'avais Chez les politiques, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, ouais. on peut être amené à défendre des trucs. Alors ça, c'était classique au PS. PS existait. Mhm. Je dois rappeler ce que c'était parce que je sais pas si les jeunes générations. Ouais. Parce que le PS, c'était le parti de la synthèse, donc il fallait défendre une espèce de position moyenne où la position qu'avait gagné, puis des Ouais. gens se retrouvaient à défendre des trucs dans lesquels ils n'avaient aucune foi. On a vu ça au moment de la présidentielle où ben, Valls, à un moment, a dit ben moi je défends pas ce que vient proposer Hamon et ben voilà mon candidat c'est Macron et il a été on l'a descendu pour ça et pourtant il ne faisait que exprimer la réalité de ses opinions. Et puis Hamon lui-même, c'était Mhm. rigolo parce que Hamon, il est arrivé dans la campagne, il fallait qu'il ait des idées différentes, et donc il est arrivé avec l'idée du revenu universel, mais qui n'était pas une idée qu'il avait défendue auparavant. D'ailleurs, il l'a complètement abandonnée par la suite, et il avait un mal fou à la défendre parce que d'abord, il comprenait pas vraiment ce mécanisme, il n'était pas lui-même convaincu, mais ça paraissait quelque chose qui pouvait être défendu comme c'était un peu le principe du si on comprend pas trop ce qu'est le revenu universel, c'est comme si c'était juste le principe d'une allocation supplémentaire. Donc ça c'est bien. On va verser une allocation, ça c'est bien. À côté, il disait on va taxer les robots. Donc il disait des trucs qui sonnaient comme des trucs de gauche. Mais il pouvait pas défendre en fait la seule mesure vraiment intéressante de enfin à mon sens toujours, de son programme, c'était le revenu universel parce qu'il n'y croyait pas lui-même. Et c'était ça qui est rigolo, c'est que aujourd'hui Hamon il défend absolument plus le revenu universel, c'est fini, c'était juste pendant la campagne, c'était son truc, là, le truc qu'il avait sorti, puis ensuite il a abandonné le truc. Donc oui, alors, donc chez les hommes politiques, c'est un peu pareil aussi, et dès lors que vous êtes dans un
C'est un peu comme ouais. quand vous êtes dans un canard d'opinion. Vous êtes dans un parti, l'idée même d'être dans un parti, c'est de suivre une ligne de parti. Et si vous n'avez que des électrons libres, on peut pas faire un parti. C'est, enfin, ce que vous dites, enfin, me pousse à vous parler ou à vous faire parler de ce problème qui a été identifié par énormément de personnes, qui est le problème bah, de l'actualité à chaud, en continu, court-termiste, puisque comme vous disiez que les contributeurs aux chaînes télévisées devaient se forger des opinions comme ça, instantanément, pratiquement, sur tout un tas de sujets sur lesquels ils ne connaissaient a priori C'est pas généralement des grand-chose. sujets très grand public, hein, donc ils connaissent ce que vous Ouais, ouais, connaissez, ce que n'importe qui connaît. Je sais pas. Là, voilà, regardez, là aussi dans l'actu récente, donc il y a ce pont qui s'est effondré à Mirepoix. Donc c'est un pont, il ouais, y a un gros panneau qui dit qu'il est interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Le pont s'est Alors tout de suite, on a hmm, en mémoire le pont qui s'est effondré en Italie, à Gênes, il y a maintenant 2 ans, je crois, et qui était un pont qui n'était pas entretenu. Et donc, paf, on commence, la narration commence, la fin ouais, des services publics, plus d'investissement dans l'infrastructure. Enfin, donc, il y a tout un baratin qui se développe, qui est un baratin parce que c'est le type même de sujet sur lequel on peut greffer toute la narration c'est ça. standardisée. Peu importe, on sait. Après, on Hmm, découvre qu'en fait, c'est un mec qui a une espèce de convoi exceptionnel de 50 tonnes, passe sur un pont interdit et qui a ensuite, en plus, il était plusieurs véhicules. Le premier véhicule, enfin le second véhicule, il fait des appels de phare, attention, t'es dingue, etc. Donc c'est vraiment une imprudence. Je veux dire, voilà, c'est un camion, un pont dont la charge maximale c'est 19 tonnes, quoi. C'est pas 50 tonnes, donc c'est plus de 2 fois la charge possible. Donc le gars qui passe sur le pont, bah, il s'effondre le pont. Mais donc il y a cette narration qui s'est déjà installée. Bon alors là c'est retombé comme un soufflet. J'ai pas regardé les débats LCI, CNews et BFM le soir de l'accident, mais je suis sûr que on a eu ça quoi. On a eu des types là en disant oui, voilà encore une fois la preuve du sous-investissement. Et puis de l'autre côté peut-être on aurait eu nos discours plus à droite en disant oui mais peut-être tous ces ponts inutiles, j'en sais rien. Enfin, est-ce qu'il est encore nécessaire d'avoir ces ponts? Et puis en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste qu'il y a un type voilà, qui a fait une imprudence terrible et qui en est mort. Hein. Le gars, il est mort. Le type qui était dans le camion, il y a aussi d'autres gens qui hmm, sont morts, qui eux étaient posés dans une petite tuyau, je crois, qui sont tombés. ah Donc ouais, voilà, c'est très facile de développer sur n'importe quel sujet, de développer une opinion. Alors il faut le faire. Alors peut-être que j'étais pas assez c'est talentueux ça. pour ça, c'est pour ça que ça n'a pas duré. Après ils ont arrêté de m'inviter. Parce que non, mais parce que j'étais plus observateur et donc je m'étais pas fabriqué un personnage. Mais j'aurais pu. Alors après, il faut faire des envolées, des trucs. Bon, ben voilà, c'est pas et être vraiment voilà dans la conviction et être vraiment c'est ça qu'il faut faire. Quoi. Mais Mhm. après, on va boire des coups avec les mecs et tout. C'est pas, voilà, personne se dispute pour de vrai. Hein, c'est pas. D'accord. Il y a plusieurs autres choses à dire sur, disons, l'actualité. Bon, là, je pense qu'on a bien insisté. Et c'est vraiment important et intéressant de sous-entendre indirectement. Je pense que ce qu'on a dit a contribué à le faire, que c'est bien d'avoir un peu de recul et effectivement de pas prendre chaque petite bribe d'actualité comme une manière de renforcer nos narrations, nos convictions, nos opinions. C'est une tentation à laquelle Peu de gens. C'est peu de gens peut-être résistent. que Ouais, c'est humain. ouais, ouais, c'est Peut-être que ça. c'est quelque chose. Je sais pas. Il faudrait Oui, interroger oui, après des spécialistes. Alors peut-être des sociologues. Mais alors les sociologues, le problème. Alors moi, je suis pas. Encore une fois, je fais des choses que je lance comme ça. J'ai l'impression que la sociologie française c'est un peu particulier, que elle a été un peu hijackée, elle a été un peu kidnappée, la sociologie française par une sorte de gens qui viennent aussi un, là sous une espèce de vernis scientifique, renforcer aussi des biais assez courants, mais il me semble que c'est un peu le cas. c'est le cas pour une partie, je pense, on peut dire, de la sociologie universitaire. Bon, il y a le bouquin de Bronner et G1 là-dessus, Le danger sociologique, d'il y a deux Quand on ans. dit Alors, des mecs comme comment il Bronner, s'appelle, Raphaël Liogier, ou je sais pas, enfin, trois, quatre noms comme ça qui ouais, me ouais, viennent, bon, voilà, Éric donc, Fassin, c'est très étrange parce que, ce que je trouve étrange, c'est que là, quand même, ok, ce sont pas juste des journalistes d'opinion, ce sont des sociologues, ce sont a priori donc des gens qui maîtrisent des outils, qui vont dire, alors, je sais pas, des choses que moi, je vais trouver, en essayant d'être objectif, un peu crétines, quoi, un peu, et je suis surpris, parce que je me dis que malgré tout, ils peuvent pas avoir abdiqué toute, volonté d'être avant tout
des professionnels de leur champ, mais parfois on a l'impression aussi. Il y a le gars aussi qui travaille sur les questions de délinquance, Ah, ça, je sais pas. et justement qui explique justement quand il parle de tous ces accidents dans les courses poursuites, donc il explique en fait qu'il faut plus poursuivre les voleurs de bagnoles ou les voleurs de motos parce qu'il y a un risque d'accident, donc il faut plus les poursuivre. Donc il y a tout un tas de défis en fait qu'il faut Mhm. sur lesquels il faut désormais faire l'impasse. Et ça me fait marrer d'ailleurs parce que je lisais un truc, c'est qu'en Angleterre ils ont développé, et d'ailleurs c'est souvent le cas, d'ailleurs la police ne poursuit pas parce que il y a des risques et que maintenant il y a des précédents. Et en Angleterre, ils ont une stratégie totalement différente, c'est qu'ils renversent la voiture de renverse le mec qui fait un vol à l'arraché avec un scooter ou vole un scooter, il le renverse carrément. Et ils ont cette politique est assez récente, donc j'ai lu quelques papiers là, c'était assez rigolo. Et les flics expliquent que les voleurs sont complètement éberlués parce qu'ils se relèvent, bon, ils les tuent pas, ils les renversent, ils les font tomber. Ils disent mais vous n'avez pas le droit, comment osez-vous? Et maintenant c'est la politique, c'est la doctrine en fait, c'est ce qu'ils font, c'est de les renverser les voitures. Mhm. Ouais. Et à propos, bon, à propos de la sociologie française en particulier, bon, il y a pas mal de choses à dire, je vais pas C'est m'étendre Laurent là-dessus. Michel. C'est non. Ah oui, oui, oui. Il me semble quand même nettement plus sérieux qu'un Je dis Éric pas qu'il n'est pas Fassin ou sérieux, qu'un. je dis que ça paraît totalement évident, même, et après j'ai pas lu ces Oui, travaux, je suis tombé sur des choses ici et là. ouais, ouais, Parfois, ça paraît tellement évident que même en essayant de porter un regard objectif sur le discours qui tient, que c'est un discours qui est avant tout oui. orienté politiquement, qu'il y a un choix Hmm, il y a un choix ouais. idéologique dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il semble voir. Moi, je sais pas, mais bon, peut-être mes propres biais tels que bon, j'en sais rien. Bah, enfin, on va pas débattre de son cas, je connais pas non plus ses travaux précisément, mais disons il y a un certain nombre de cas pour lesquels c'est assez flagrant, quoi. Il est important, je le rappelle, à chaque fois que j'en ai l'occasion, de pas rejeter en bloc Ah les sciences non, bah sociales à non, cause de ça, notamment parce qu'après, ces gens-là vont se sentir tout puissants et se dire la sociologie c'est nous, et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'êtes non, pas c'est d'accord un avec la courant. sociologie, si vous C'est trouvez juste un pas. courant. Et c'est un courant Voilà, c'est qui a ça. une audience particulière. Peut-être lier cette Oui, audience. oui, Alors là, il y aurait peut-être un lien à établir avec la manière dont la presse fonctionne et donc les biais qu'existent les journalistes qui vont avoir tendance. On peut le voir par exemple avec donc depuis quelque temps dans les canards, il y a des rubriques de fact-checking, comme bon les checks de Libé, les décodeurs du ouais. Monde, et voilà. Et ben ces gens-là, par exemple, qui sont eux Mhm. vraiment un peu c'est l'œil du cyclone, non c'est pas l'œil parce que l'œil c'est là où il fait calme, donc c'est le cyclone, c'est le cyclone en matière de biais idéologiques sous couvert de Mhm. décryptage. Et justement, quand ils vont avoir Ouais, à décrypter, à décoder un événement qui exige d'aller parler à un sociologue, donc quelqu'un qui observe ces phénomènes de société, ils vont plutôt aller trouver ces mecs-là. Et c'est pour ça que ces gens-là deviennent des thèmes d'affiche. Mais autrement, j'imagine la sociologie, je veux dire, il y a un tas de sociologues en France qui travaillent sur un tas de sujets, qui font plein de choses intéressantes, évidemment. Donc là, effectivement, ouais, mais on a l'impression que c'est un peu toujours ces gens-là qui vont être les gens, que des gens qui ont déjà un biais assumé vont aller intégrer. Et donc, du coup, le public oui, prend plus facilement ces noms-là et ces positions-là. ouais, ouais, Mais il y a un tas de sociologues qui font plein de choses dans le coin, bon, ou qui publient c'est ça. des revues de... Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y en a même qui sont assez médiatiques. Enfin, je pense qu'on peut dire, sans lui faire de tort, de Gérald Bronner, qu'il est assez médiatique et pourtant extrêmement, extrêmement Bien sûr, intéressant et très fin. mais qui, mais qui justement passe pratiquement pour un Ouais. iconoclaste Ah et oui, un oui, oui. marginal par rapport à cette école, voilà, qui passe un peu, mais c'est un peu comme Michel Mhm. Tribala chez les démographes, quoi. Voilà, c'est un peu, alors, on peut pas nier que Michel Tribala est une vraie démographe, statisticienne, reconnue, machin, etc. Mais elle dit des trucs que les gens, ils aiment pas trop Ouais. entendre, ils préfèrent écouter, pas, comment il s'appelle, Hervé Lebras, Mhm. voilà, D'accord. il est bien. Là, je connais moins, je dois dire, mais je Ce vois à genre peu de près. choses. Mais ouais, ouais. Autre chose que, juste comme on en parle, je voulais rajouter sur la sociologie en France, c'est sans doute une spécificité au moins par rapport à ce qui se passe dans les pays anglophones. Et je pense qu'on peut relier dans une certaine mesure à ces tendances très militantes que vous observiez, et moi aussi. C'est que, bah, en France, on n'a pas tellement de départements qui sont explicitement militants, comme dans les pays anglophones, dans lesquels vous savez peut-être, il y a des départements de Women's Studies, etc., de Bien Cultural sûr, Studies. et que ça compte, on est aussi, on a, moi je trouve que, alors, moi je suis assez Oui, loin des milieux universitaires,
Mais je vois que, d'une manière générale, en fait, c'est comme un retour de bâton, parce que nous, on a inventé, en fait, un certain nombre de théories. On a eu un certain nombre de penseurs que les Américains ont Tout à fait. importés, et maintenant, ça nous revient un peu dans la gueule. Donc toute la French Theory, en fait, il nous revient un C'est peu dans la ça. gueule, transformé, hollywoodisé. En fait, c'est pas voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé comme ça nous revient dans la gueule. C'est un peu notre faute puisque on a exporté ça. On l'a pas exporté en Oui, l'état, hein, on l'a pas exporté en l'état. Après tout, on a aussi inventé le cinéma en oui. France et maintenant et Hollywood nous revient dans la gueule. Donc c'est un peu ça. Et je crois quand même que ce qui s'est produit, bon alors les trucs hyper caricaturés comme l'histoire de Evergreen, Mhm, cette fac, mhm. bon c'est pas si Ah ouais, ça. complètement. Bon, il se passe quelque chose dans les facs Oui, américaines. Et ben c'est en train d'arriver ici. Mais ça, je le vois uniquement comme observateur oui. lointain, puisque voilà, moi, j'ai Mhm. très peu de rapport Ouais, moi, c'est un peu avec tout ça. pareil. Enfin, j'ai une formation, je continue d'exercer dans les sciences naturelles, en physique, en Allemagne, et dans un institut de recherche qui n'est pas affilié à l'université, donc j'ai pas de prise directe là-dessus, mais j'essaie de m'informer autant que possible. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, justement, ces idées-là, très, très obsédées par l'identité et qui se prétendent progressistes, dans l'université anglophone, on va dire vraiment un domicile fixe qui est celui de ces départements de Cultural Studies, disons, Identity Studies pour faire simple. Alors qu'en France, on n'a pas ça, et du coup, la Qui envahit sociologie est tous beaucoup les autres plus poreuse. départements. Ça ne reste pas Oui, cantonné à ces départements non, spécifiques. bien sûr. Ça arrive dans les départements de Oui, tout à littérature, fait. ça Il y a aussi arrive les dans les humanités à départements proprement parler. de sport, tout ce qui est sciences humaines. Oui, oui, mais en comparaison, par exemple, la sociologie anglophone, il me semble, est quand même assez, enfin, est plus résistante à ces développements. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'affaire des grievance studies avec Oui, oui, oui. tous les articles soumis à différentes revues. Il y a des revues Oui, mais justement en fait, cette histoire, c'est une parodie d'une histoire plus ancienne de Sokal, ouais. où c'était Oui, Sokal et oui, Bricmont qui avaient oui. eux-mêmes publié et donc et cette histoire elle avait déjà 30 ans. Ouais, Donc ils ont à nouveau c'est réédité ça. cet exploit-là. Je signale juste pour l'audience que nous avons interviewé Alan Sokal sur le podcast à propos des deux affaires, hein. Il a parlé des deux. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, oui, enfin, les auteurs là de ces articles bidons, dont enfin la supercherie a été révélée l'an dernier, ils ont essayé enfin, des revues dans diverses disciplines. Et alors pour ce qui est des revues, des études culturelles, des études, on va dire identitaires entre guillemets, là c'est souvent passé assez bien. Par contre, la sociologie a beaucoup mieux résisté. Donc Ah oui. ouais, pour le manque d'anglophones, je pense que la sociologie, simplement par le fait qu'elle est une discipline différente de ces choses-là et qu'il y a vraiment des départements consacrés à ces théories-là, elle peut être un peu plus protégée par rapport à la sociologie française. Mais bon, voilà, bon, ça sert à rien d'en parler pendant des heures, c'est pas tellement le propos. Quelque chose ouais, sur lequel je souhaitais revenir, hein, puisque vous avez évoqué, enfin vous avez dit en passant que quelque chose qui peut peut-être choquer, j'espère que ça choquera certaines personnes, ça surprendra peut-être pas beaucoup de monde, mais que les services de fact-checking, certains journaux, enfin typiquement Le Monde des Libérations, je pense que c'est Ouais. ceux-là qu'on a en tête, sont eux-mêmes très idéologisés, ce Ah qui est quand mais même c'est complètement particulièrement fou. regrettable. C'est c'est complètement fou. Alors ils le font pas. C'est rigolo. Moi j'aime bien regarder les deux parce il y en a un qui le fait à la mode Libé et un qui est vraiment il y a vraiment le ton du canard. Il y a Libé d'un côté et Le Monde. Donc Le Monde c'est plus sérieux. Alors il va y avoir plus de citations, il va y avoir des camemberts, il va y avoir on va avoir le sentiment d'un papier. Et puis Libé, ça va être plus bon ben on a parlé effectivement voilà à Raphaël Liogier qui confirme que non il y a pas de problème et euh, et donc c'est un peu ça. Et mais c'est tellement gros Mhm, que c'est. Et puis souvent c'est tellement emberlificoté parce que en fait oui, donc généralement ils vont partir voilà. Je veux pas prendre d'exemple, il y en a tellement, j'en prends pas, peu importe. En tout cas, machin a dit trucs et eux pensent que c'est pas bien d'avoir dit trucs. mhm. Donc, il faut commencer un truc hyper alambiqué, au terme duquel on va comprendre qu'en fait, truc, c'est vrai, mais que quand même, voilà, c'est ça. Ah ouais, Voilà. Et la plupart du temps, sauf qu'on est vraiment dans la bévue, la ouais, bévue. Mais souvent, parfois, quand c'est une bévue, vraiment, ça va être une bévue dont on n'a rien à foutre. C'est pas un mec genre Dupont-Aignan qui va citer une stat absurde. Il va dire un truc qui est faux, quoi. Il va dire mhm, 10% de je ne sais quoi et je ne sais quoi. Il va dire voilà, il y a 1 milliard de cartes vitales qui circulent en Afrique. Voilà, il va dire un truc comme ça. Alors là c'est fastoche. Bah ils vont dire bah non, il est con ce mec. Il n'y a pas un ouais, milliard de cartes vitales. Et il va dire. Mais quand c'est un truc plus ambigu, un peu plus complexe et tout, ils vont vraiment. Et
c'est tellement grotesque parfois, tellement Mhm. grotesque. Par Et, exemple, alors quel type et c'est de... marrant. Je peux dire un truc sur le fact-checking en fait. Dites-moi. Le fact-checking en fait, à l'origine, le fact-checking, c'est pas du tout ce qu'on en a fait. À Oui. l'origine, le fact-checking, c'était dans la presse américaine, Mhm. des gens qui étaient des fact-checkers, qui Ouais. en fait contrôlaient le travail des journalistes. Ça veut Ouais. dire que un journaliste fait une enquête et il va parler à un certain nombre de gens, il va faire, eh bien le fact-checker, il va appeler ces gens, il va Mhm. appeler ses interlocuteurs, il va dire est-ce que notre journaliste vous a appelé, est-ce qu'il vous a bien, et en fait on va vérifier la qualité des citations et en fait c'est ça le fact-checking, c'est un Mhm. contrôle sur le média lui-même. Ouais. Euh, et c'est une école de la rigueur quand vous savez Eh que oui. parce qu'en France on peut bidonner à mort les interviews. On peut même d'ailleurs très souvent dans les papiers politiques, on a toujours selon une source proche de machin, selon truc, mais on ne sait pas qui est truc. On a juste donc on peut vraiment dire n'importe quoi et c'est souvent le cas. On dit n'importe quoi très Mhm. souvent. On n'imagine pas à quel point on dit n'importe quoi. Euh, mais donc voilà et on dit n'importe quoi sans contrôle possible puisque c'est toujours des sources anonymes et des machins et il y a personne qui va vérifier ça. Et cette nouvelle dimension du fact-checking qui est apparue comme un peu un truc aujourd'hui, c'est un peu un gag. Je crois que les rubriques en question, les rubriques des décodeurs et de fake news, c'est les rubriques qui sont le plus partagées, qui sont, enfin, je veux dire, c'est des trucs qui marchent bien, quoi. Donc ça marche bien commercialement. En plus, il y a maintenant des deals avec Facebook qui rémunèrent, enfin, il y a une espèce de groupe de titres dont on considère qu'ils font partie des titres Mhm. fiables qui sont eux-mêmes Ouais. chargés de moyens. Donc voilà, ce fact-checking, c'est vraiment, c'est pas ce qu'était le fact-checking à l'origine, qui est pourtant quelque chose je trouve ça assez formidable, quoi. Je veux dire, on peut, et lorsqu'aux États-Unis, il y a eu quelques affaires comme ça, avec des fact-checkers qui découvrent que des journalistes, même parfois un type avait obtenu un Pulitzer au New York Times, ils bidonnaient les Mhm. citations, ils des personnages, et ben ces mecs-là, on les fout dehors, le journal s'excuse, enfin, c'est une énorme affaire pour eux, c'est mettre en cause le fondement de la raison d'être du canard, quoi. Un type qui ment, qui Mhm. invente des témoignages, alors qu'ici c'est vraiment, c'est d'une banalité, quoi, une Ouais. banalité. Et alors, juste pour peut-être rendre les choses plus concrètes, Je l'ai fait moi-même, quand... hein. Je Comment? l'ai fait moi-même, hein. Oui, oui, J'ai oui. pris, Ah euh, oui, c'est vrai? Ah bon, là, je suis pas en train de m'auto-dénoncer, mais ça m'est arrivé d'arranger un peu un truc. Déjà, il y a un Ouais. truc qui est assez rigolo, c'est que la plupart, alors ça se fait moins maintenant, mais à une certaine époque, c'était vraiment le cas. C'est vous interrogez, je sais pas moi, je prends un exemple extrême, donc un boxeur, il s'exprime pas peut-être d'une manière, enfin, je veux dire, très châtiée ou très complexe et tout, et puis les propos qu'on lui fait tenir, ben, on ne fait pas parler comme ce type parle. Donc déjà, on dit autre chose, parce que c'est pas de la citation Mhm. verbale. Et ce qui devrait être le cas, parce que quelqu'un qui Ouais. s'exprime, on doit reproduire ses propos. On doit vraiment reproduire ses propos. C'est même quelque chose qui est une évidence professionnelle, mais c'est pas le cas. Donc on transforme, on arrange. Juste pour être plus concret sur ces exemples de fact-checking, typiquement de Libération, d'après vous, quand quand ils font tout un article ou toute une page pour dire que finalement c'est vrai, mais c'était pas bien de le dire, Ils disent pas comme quel genre ça. de... Oui, oui, non, C'est tellement confus on ouais, sait plus ce qu'ils ont dit. d'accord. On sait plus, on ne voit pas où ils veulent en venir, mais on comprend que le truc qu'ils cherchaient à infirmer, ben, il l'infirme pas Oui, du tout. ouais, ouais. Et de quel genre de choses il s'agit? Enfin, c'est peut-être tellement vaste que Oui, c'est pas une voilà, question très pertinente, mais... il y en a plein, c'est marrant. Moi-même, j'ai fait des papiers sur ces affaires de fact parce que je trouvais ça vraiment rigolo. Parfois, c'est rigolo. Parfois, on lit le truc et on se marre, quoi. Bon, Ouais, ouais. Il y a une dernière, j'ai plus ou moins fait le tour de mes questions. Il y a une dernière chose, je ne sais pas si ça va vous inspirer du tout, mais récemment, il y a eu certaines controverses autour du traitement des sciences dans les médias. Il y a eu cette tribune No Fake Science qui avait été publiée, je crois que c'était dans l'Opinion. sur la question du glyphosate, avec Alors ça concernait plein de sujets. Il y avait le glyphosate, les OGM, le réchauffement tout climatique, récemment l'énergie aussi, nucléaire. le tremblement de terre qui a eu lieu il y a eu un tremblement de terre qui a eu lieu dans la Drôme, et donc il y avait, je pense que c'est la Ouais, Drôme, et il y avait donc des centrales nucléaires qui étaient assez proches de ouais. l'épicentre, et pas non plus, et là aussi beaucoup de conneries ont été dites, des trucs assez Mhm. alarmants. Bon, parce que là, ça confirme. euh, Là, évidemment, il y a. Qu'est-ce que c'est la narration qui serait celle qu'on pourrait comme ça définir comme étant la narration progressiste aujourd'hui sur ces questions scientifiques? Ce qui n'est pas naturel, ce qui est chimique, même si ça n'a pas de sens de parler de choses qui sont chimiques, puisque je crois
tout l'est chimique. Et oui. Voilà. Donc il y a une espèce voilà de vision, mais alors c'est déplaisant de dire ça parce que c'est comme si on était en train de dire que tous les gens étaient cons et qu'on était plus mal que ces cons sur la question des vaccins aussi. Voilà. Mhm. Donc il y a un discours un peu obscurantiste Ouais. qui qui est très, je pense très à la base il y a cette question du bio, du naturel, de ce qui est bon, de ce qui est sain, de ce que Mhm. les gens qui prennent le régime paléo parce que c'était ce que disaient les gens du paléolithique, etc. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font partie maintenant d'un fond culturel. Et Mhm. ça dit tellement de choses, les gens qui ont peur du compteur Linky, Ouais. et voilà toutes ces choses-là. Pendant des années, par exemple dans les bibliothèques universitaires, mais à la BNF aussi, il n'y avait pas de Wi-Fi. Il y avait Mhm. pas. Je sais pas où ça en est maintenant à la BNF, mais il y a encore peu de temps. Mais maintenant, il y a quand même du Wi-Fi. Moi, je sais pas, à Mazarine, enfin, il y a du Wi-Fi parce que les personnels refusaient le Wi-Fi en disant que c'était dangereux et on disait mais ces gens-là, chez eux, ils ont une box et puis ils ont Mhm. tous un portable. Mais voilà, il y avait comme ça un discours et un discours qui reste un peu présent. Alors on a beau dire mais non, bah il y a de multiples études. En fait, l'état de la science aujourd'hui dit bah non. Le Wi-Fi, c'est pas problématique. Après tout, vous avez bien des ampoules électriques, une télé, voilà. Ou vous habitez peut-être dans une maison en granit en Bretagne et c'est radioactif. Enfin, j'en sais rien. Donc mais on peut pas. Ou l'histoire de l'aluminium dans les Dans les vaccins, vaccins. Ouais. qui rend autiste. Enfin, tout un tas de trucs qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, et c'est pas que ça n'a pas de sens. Après tout, pourquoi pas? Admettons que l'aluminium dans les vaccins. Mais alors à ce moment-là, on dirait bon ben c'est problématique. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on se mettrait à lire des informations qui disent bah non, c'est pas vrai. Il n'y a Mhm. pas de problème. Il y a des maladies. J'avais fait un papier une fois là-dessus sur ça, c'était pour Slate, sur la myofasciite, une maladie que des gens contracteraient après un Ouais. vaccin. Et Ah. c'est un truc français. Il y a nulle part ailleurs dans le monde. Et il y a un groupe de gens comme ça, et ce serait lié à l'aluminium, etc. Donc j'étais allé voir une association qui tentait de faire interdire la présence d'adjuvants. Les adjuvants dans les vaccins, c'est devenu un truc, les gens ne savaient même pas ce que c'est un adjuvant. Mhm. Mais maintenant, voilà, l'aluminium, et puis les gens développent des trucs où sur les vaccins, même, comment s'appelle-t-elle, Michel Rivasi, qui est une élue EELV, bon, bah, elle est, et qui est une scientifique elle-même. Je sais pas je sais plus ce qu'elle fait, je crois qu'elle est biologiste, enfin, un truc, c'est pour ça que ça paraît Ah encore oui, ça, je plus. savais pas. Je savais Oui. pas qu'elle Et était donc, scientifique. voilà, il y a ce discours-là, et ce discours-là, je vais chez Biocoop, donc j'aime pas les vaccins. Enfin, je simplifie, là, je Ouais, ouais, caricature. ouais. Et c'est controversé, justement, alors il y a cette nana de l'opinion, j'ai oublié son nom, puis après celle du Point, Mhm. Jean Wessner, donc Mhm. qui se sont intéressés un peu plus à la question, qui ont fait des papiers qui ont été extrêmement critiqués, parce que il y avait eu une émission d'envoyé spécial, non, de cache Ouais. investigation, et les UC Ouais. qui aujourd'hui Saint-Élise, bon voilà, C'est ça. euh, et donc avec les types qui pissaient dans un gobelet, puis on trouvait des traces de glyphosate. Et donc ces deux nanas ont été un peu plus, enfin voilà. En gros voilà, dans la presse, il y avait d'un côté les gens comme les gens de Reporter, qui est un site, qui est le site fondé par un type qui s'appelle Hervé Kempf, qui était avant le gars qui couvrait les sciences au Monde, puis qui a créé son propre site. Et maintenant c'est un gars qui s'appelle Stéphane Foucard, qui sont Mhm. vraiment avec parler de biais, quoi, on peut en parler. Et donc ces deux nanas ont écrit des papiers. Ensuite, on a accusé la fille de l'opinion d'être vendue au labo parce qu'elle avait animé des tables rondes, ce que tout le Ouais. monde fait. Enfin, moi, je fais plus, mais j'ai fait. Bon, moi, pendant longtemps, en fait, ce que je couvrais, c'était les transports et l'industrie automobile, c'est ça mes secteurs. Mhm. Donc, ça arrivait qu'on nous propose de faire des trucs, puis D'accord. on met un truc. Donc, elle a fait. Alors, je sais pas si elle a fait ou pas fait. En tout cas, on l'a accusé de l'avoir fait. Et donc, du coup, d'être à la solde Mais donc, on s'intéressait pas à ce qu'elle a raconté, mais on Mhm. s'intéressait au fait que elle tenait un discours qui était à l'opposé de la narration qui est communément mise comme positive, c'est-à-dire c'est caca, c'est les labos, c'est le capitalisme, c'est les C'est méchants, ça. et Ouais. donc finalement les propos qu'elle tient viennent de ce qu'elle est payée par Mhm. je ne sais quoi. Eh Enfin, oui. voilà. Eh oui. Bah écoutez, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose avant qu'on Non, s'arrête? non, bon voilà, moi je dirais voilà, alors je sais pas comment vous menez ces entretiens, là c'est un peu parti dans tous les sens, alors bon C'est c'est pas, parfait. c'est comme ça, voilà, ok. Sans Bah, problème. comme ça, Non, vraiment, c'était un grand plaisir. Je n'espérais pas mieux. parfait alors. Voilà. Bah écoutez, merci encore. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Liberté Académique,
Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.